en vous souhaitant la bienvenue et le bonjour depuis le bureau des éditions Compagnon. Donc, nous allons débuter d'ici quelques minutes et nous ferons le 360 des outils Compagnons. Voilà. Alors, je vais occulter ma caméra pour pas vous polluer ni vous perturber. Donc, et nous allons évoquer donc ces outils compagnons en évoquant l'outil liste de recherche, l'outil procédure de maintenance, l'outil TAI, traitement automatique des impressions, l'outil OSS, observation, suivi, surveillance, et l'outil TED, traitement et envoi des documents digitaux. Alors certains d'entre vous connaissez déjà ces outils-là. Ces outils, ce sont des outils qu'on pourrait qualifier de pertinents et de tout à fait sympathiques qui viennent vous aider dans le traitement de vos problématiques autour de la gestion. Alors nous allons débuter par l'outil liste de recherche qui, comme son nom l'indique, permet d'épauler Sage un petit peu, Sage gestion commerciale et Sage compta, autour des problématiques de recherche de l'information qui est stockée aujourd'hui dans les bases de données, dans les tables de Sage gestion commerciale et compta, puisque ce module liste de recherche va s'appliquer sur ces deux modules principaux, donc compta, gestion commerciale. Donc nous sommes compatibles depuis la V14 ou la V15 et depuis toutes les versions et jusqu'à la dernière version, la Sensei V3, d'accord, qui intègre elle aussi de nouveautés. Alors, liste de recherche se présente sous forme d'un panneau d'accueil qui vient se greffer dans votre gestion commerciale, que l'on voit ici, qui est très coloré, qui prend la forme de tuiles, qui vont permettre d'accéder à des listes, d'accord, à des informations qui sont liées au dossier que vous avez ouvert. Donc là, j'ai le dossier de gestion commerciale bijoux, donc j'ai la liste des articles qui apparaît ici, d'accord. Donc l'idée de liste de recherche est de faciliter la recherche, d'accord, par un accès immédiat et direct et des fonctionnalités qui ne sont pas aujourd'hui totalement présentes dans Sage. Alors si je fais la liste des articles, tout simplement la capacité d'accéder depuis ce bouton article, j'accède à la liste de mes articles que je vais pouvoir solliciter et pouvoir interagir. Le principe de cet outil est de pouvoir effectivement proposer une interaction forte avec l'application Sage, tout en ayant l'impression d'être dans Sage sans en sortir. Alors là, typiquement, faisons un petit exemple, je suis sur la liste des articles, l'article bar 01, en cliquant sur le lien hypertexte, hop, j'ouvre la fiche article qui est présente dans Sage. Donc, je vais pouvoir consulter et accéder aux informations qui composent cette fiche article. Dès lors que j'ai terminé, ma liste est de nouveau présente et actuellement présente et je vais pouvoir retrouver d'autres informations qui seraient pertinentes. Certains ont déjà vu qu'il y avait la photo. Donc cette photo qui est bien pratique pour certaines activités et qui permet effectivement de présenter les produits avec leurs photos pour aider à la vente, pour épauler lors de la vente. Alors l'idée de cet après-midi n'est pas non plus de vous présenter la totalité du fonctionnel de liste de recherche. Sachez que depuis les versions sensées, nous avons intégré deux nouveautés et pas des moindres. C'est la capacité qu'on va avoir à dupliquer des listes, d'accord, pour une même liste des documents des ventes, c'est proposer plusieurs, pouvoir sauvegarder plusieurs listes. Donc là, je suis dans la liste des bons de commande, je vais actualiser et accéder à des données. Donc là, j'ai la liste des bons de commande et cette liste, je vais l'organiser, je vais ajouter des colonnes, je vais rajouter des critères et il serait pertinent que cette liste, je puisse la conserver, puisque je vais avoir besoin de l'interroger régulièrement et sans avoir à recomposer soit les critères, soit les colonnes qui sont présentes. Donc cette fonctionnalité est accessible uniquement sur les versions sensées, d'accord, donc si vous avez des versions i7, V8 et compagnie, donc on ne le propose pas. Donc l'idée aussi étant de vous faciliter, vous épauler aussi dans la migration de vos outils, des outils Sage vers cette sensée V3. Donc à partir du moment où j'ai défini une organisation au niveau d'une liste, je vais pouvoir la dupliquer, je vais pouvoir lui donner un petit nom, donc c'est la liste des commandes clients. Donc je définis ici le nom de la liste, je vais l'enregistrer et je vais la garder. Je vais la garder et je vais pouvoir sauvegarder, donc la plateforme, du moins la liste de recherche, va conserver cette liste avec les critères et tous les éléments qui la composent pour que je puisse la ressolliciter à tout moment. Donc cette liste maintenant, elle est ma possession. Donc si je fais une même liste en intégrant d'autres colonnes, je vais pouvoir de nouveau la sauvegarder. Et ces listes personnelles vont être accessibles ici, d'accord, dans le menu
dans le menu directement. Il suffira tout simplement que je clique pour retrouver la liste avec les critères et les fonctions que j'ai conservées. L'intérêt aussi de cette application, c'est de pouvoir partager les listes. Ça veut donc dire que l'organisation d'une liste, aussi bien dans les critères que dans le colonnage, je vais pouvoir la distribuer, je vais pouvoir la partager avec d'autres de mes collègues pour que eux aussi puissent bénéficier de l'organisation et des critères que j'ai pu positionner. Donc tout simplement, il suffit de cocher sur le bouton partager. Donc un autre opérateur du réseau qui utilise lui aussi liste de recherche aura accès à cette liste partagée depuis le panneau d'accueil, ici liste partagée, elle apparaîtra ici, voilà. Ah, donc j'ai dû faire une petite manip, une fausse manip, donc j'ai bien ma liste qui dans tous les cas apparaîtra dès lors qu'elle est partagée. Alors une autre fonctionnalité qui est bien pratique, qui est intégrée aussi aux nouvelles fonctionnalités de liste de recherche, c'est de pouvoir analyser les données. Donc là, je souhaite organiser, et là j'ai ma liste des documents des ventes, tous les documents des ventes, et j'ai besoin d'avoir une statistique rapide, pertinente et fiable, sans avoir à lancer une autre application un peu complexe. Donc là, je peux d'ores et déjà lancer le bouton analyser, qui va me permettre de composer un tableau croisé dynamique avec ma liste de recherche et pouvoir, j'allais dire, organiser comme je le souhaite la liste et pouvoir sortir un tableau croisé dynamique. Typiquement, là, j'ai fait un regroupement par représentant, par type de document et par client payeur. Donc très facile. En partie supérieure, j'ai la liste de mes colonnes que je positionne en filtre en colonne, en mesure ou en ligne, comme je le souhaite. Je peux réorganiser évidemment comme je le ferai sur un tableau croisé dynamique et redéfinir par exemple par type de document, un chiffre d'affaires par commercial. On voit que j'ai mis la notion de date qui se sont regroupées. Après, je peux décliner les dates et changer les mesures et rajouter, pourquoi pas, d'autres indicateurs dans mon écran pour me permettre d'accéder effectivement à du calcul, à un tableau croisé dynamique depuis liste de recherche. Ce tableau croisé dynamique présent dans la liste de recherche va pouvoir être sollicité à tout moment et éventuellement, s'il manque des informations, je vais pouvoir exporter ce tableau croisé dynamique dans Excel pour, pourquoi pas, le travailler, le compléter, parce que les informations qui s'y trouvent ne sont pas suffisamment précises, les calculs ne sont pas possibles. L'objectif n'est pas de concurrencer Excel ou d'autres applications de BI, mais tout simplement, c'est permettre un premier accès à des tableaux croisés, à de l'analyse de données directement depuis liste de recherche, depuis l'application gestion commerciale. Donc, faciliter encore l'analyse des données. Donc, liste de recherche, on le voit, hein, un fonctionnel riche qui permet de retrouver de l'information quel que soit l'endroit où elle est stockée. Et typiquement, on a aussi un bouton principal, le Google de liste de recherche, le Google de Sage. Il suffit tout simplement de taper, pourquoi pas, un code client, je fais entrer, et donc la liste de recherche va me restituer toutes les informations qui concernent ce mot Cara que je trouve dans les fiches clients, dans les contacts. J'ai 2 adresses de livraison, mais ce qui va m'intéresser, c'est les 24 ventes. Donc, si je pousse la réflexion un peu plus loin, un client m'appelle, elle a où ma commande, je vais très simplement taper le mot commande Cara et j'accède immédiatement à un filtre et le Google a fait l'objet de, alors c'est bon de commande, a fait l'objet d'un filtre pour me restituer les données que j'ai recherchées via cette fonction de recherche globale qui va pouvoir bien évidemment se paramétrer. D'ailleurs, je n'ai pas eu d'informations restituées, tout simplement parce qu'au niveau des ventes, donc le type de document n'avait pas dû être coché, donc tout simplement, on pourra intervenir sur les critères que l'on souhaitait intégrer à cette recherche globale. Alors, si je cherche le type de document, si je l'ai bien. Alors, si je tape maintenant commande, voilà, j'ai bien les commandes ici. Et alors, si je réfléchis, vous allez rire, vous avez vu, il n'y en a pas de Cara de commande. Donc, si je refais la même chose en prenant un autre client, ça va être pour le coup plus pertinent. Et le compagnon, hop, il est là. Donc, j'ai 3 commandes pour mon client Grenat. Donc, c'est facile, c'est simple, c'est totalement intégré. Toutes les listes sont exportables vers Excel, par exemple. On va même pouvoir aussi, si on le souhaite, si on le peut, compte tenu de la loi antifraude, donc la nouvelle version de liste de recherche sera compatible avec cette loi antifraude, on pourra même accéder à la modification d'informations présentes sur les grilles. Voilà. Possibilité d'interagir avec l'application Sage, comptabilité, gestion commerciale, SQL Server, bien évidemment, et pas au-delà de ce périmètre-là.
Alors, je voudrais évoquer maintenant avec vous un autre outil qui s'appelle procédure de maintenance, qui, comme son nom l'indique, va permettre d'intervenir sur la base de données, d'accord, et pour faire effectuer les traitements qui sont aujourd'hui impossibles à réaliser, compte tenu de la structure de la base de données. Donc, cet outil procédure de maintenance que vous avez sous les yeux permet effectivement d'accéder à des procédures que l'on va qualifier des procédures standards, d'accord. Ces procédures standards couvrent un périmètre majoritairement sur la partie gestion commerciale, mais couvrent aussi des périmètres plutôt sur la partie comptable, puisqu'il est possible de faire ça. Alors j'entends certains d'entre vous qui évoquent la 100 V3 et la loi antifraude. Donc il faut savoir que dès septembre, nous allons sortir une version qui vous permettra de proposer cette solution à vos clients avec une explication quant à la législation. Et donc, procédure de maintenance permettra de tracer, de garder la trace des événements qui ont été modifiés, d'accord, puisqu'il est tout à fait possible, quand bien même les données soient stockées et cryptées dans Sage, de pouvoir intervenir dessus pour, pourquoi pas, recodifier une fiche article ou recodifier d'autres types d'éléments directement depuis cette interface. Donc là, l'exemple, la recodification d'une fiche article. Donc, je choisis une fiche article, hop, j'ouvre la fiche article, je la sélectionne dans la liste et je vais lui donner un petit nom et je vais la recodifier avec un nom que j'ai défini ici, qui est une opération, là pour le coup, unitaire. Donc, possibilité d'exécuter de façon unitaire. J'exécute. Et donc, l'article qui s'appelait bar 01 précédemment va changer de code et va s'appeler maintenant compagnon. Et cette liste ici, cet article peut être retrouvé dans la liste. Il est ici, au niveau de l'article, il s'appelle bien compagnon et il a été totalement recodifié, aussi bien pour les notions de tarification, tarif d'exception client, mais aussi au niveau de l'historique, puisque la totalité de l'historique est impactée par la recodification de cette fiche article. Voilà, c'est un exemple tout simplement qui permet de voir que l'application permet de faire des traitements inaccessibles aujourd'hui. Procédure de maintenance fonctionne aussi en mode exécution par lot, c'est-à-dire à partir d'un fichier Excel. D'accord. Donc ce fichier Excel, il suffit de le préparer et de le faire coller, j'allais dire, au nombre de paramètres. Donc là, en l'occurrence, pour cette procédure qui est la procédure de recodification d'une fiche article, je vais pouvoir positionner ou créer ou pré-créer un tableau Excel qui contiendra au moins 2 colonnes. La première étant la référence à recodifier, la deuxième étant la nouvelle référence que l'on souhaite donner à l'article. Donc on prépare tout ça dans un fichier Excel, on vient l'associer ici dans cet espace, dans cet onglet, on associe le fichier Excel et on va l'exécuter sur l'ensemble de la base de données et tous les articles qui seront présents dans le fichier Excel se verront recodifiés évidemment en fonction du critère. Si l'article, la première colonne, l'article à recodifier n'existe pas, à ce moment-là, la procédure passe dessus et ne modifie pas bien évidemment la référence. Donc, procédure de maintenance compatible sur toutes les versions Sage, évidemment, SQL Server uniquement, bien sûr. Et dès le mois de septembre, là, nous vous proposerons une version compatible sans CV3 qui tient compte de toutes les obligations qui sont liées à la loi antifraude et aux contraintes qu'a mis en place Sage sur cette Sensé V3. Continuons dans la découverte des outils que nous avons à disposition, donc liste de recherche, procédure de maintenance. Nous avons aussi un autre outil qui s'appelle TAI, qui veut dire traitement automatique des impressions. Donc c'est la capacité pour un outil de reconnaître un flux d'impression et d'y associer des actions. Donc ces actions souvent sont réalisées de façon unitaire ou de façon manuelle par des opérateurs. Donc TAI va prendre en charge sous forme d'actions intelligentes que l'on va pouvoir conditionner. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit exemple et de faire une recherche d'un document dont l'extension, dont la terminaison est 0017, donc pour vous montrer la facilité d'utilisation de liste de recherche. Et je vais rentrer dans cette facture numéro 17 que je vais vous présenter simplement en aperçu à impression. Donc si j'imprime cette facture en aperçu à impression depuis l'application 7, je me dis, j'ai un document ici qui est sur une première page, d'accord, qui est ensuite sur une deuxième page, d'accord, et enfin une troisième page qui correspond à une lettre traite, ma foi qui est pertinente dans la mesure où la facture est établie en étant avec un mode de règlement de type LCR accepté. Maintenant, cette
facture, si je l'imprime vers une imprimante physique, va me produire effectivement 3 pages. Et quel que soit le mode de règlement, si j'ai une facture dont le règlement est par chèque, je vais avoir une lettre traite qui va s'afficher puisque Sage ne sait pas le traiter. Eh bien, nous, avec TAI, vous allez voir ce qu'on est en capacité de faire. Donc, on va imprimer cette facture avec toujours un modèle d'impression standard Sage et on va l'imprimer vers une imprimante particulière, une imprimante virtuelle, une imprimante qui s'ajoute à la liste des imprimantes déjà présentes. Ce document va être pris en charge par TAI, d'accord? Et contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, on a un traitement qui s'exécute et qui est matérialisé en bas par le petit pop-up et on remarque que tout clignote en bas parce que j'ai un fichier, j'ai un email qui s'est pré-créé, si je peux dire, avec un certain nombre d'informations, donc qui sont liées à l'impression de la facture. Alors, dans ce fichier, dans cet email, on voit déjà qu'il est paramétré, il a pris comme nom le numéro de la facture, on le retrouve au sein du texte à l'intérieur, et puis surtout, on s'aperçoit qu'il y a des documents joints qui sont déjà pré-paramétrés, pré-organisés. Je vais donc ouvrir le document qui porte FA017, qui reprend le numéro de la facture, et je l'ouvre. Donc ce document, il a un peu évolué, puisque je vous le rappelle, au sortir de Sage, il faisait 3 pages. Et bien maintenant, il en fait 19. Alors, que s'est-il passé lors du traitement de ce document? Tout simplement, déjà, on voit que la première page, ce n'est pas la première page de la facture, mais c'est la lettre traite qu'on avait en dernière page tout à l'heure qui est revenue devant. Eh oui, elle prend du sens. Donc, j'ai réorganisé les numéros de page pour le rendre plus pertinent. Donc, je vais trouver ma facture sur laquelle je suis venu ajouter un code barre et je suis venu ajouter un tampon au rodateur qui n'a aucune valeur juridique mais qui est là pour montrer qu'on peut tamponner entre guillemets le document d'éléments graphiques ou de type textuel. Je continue. Page suivante, qu'est-ce que je trouve? Tiens, je trouve les conditions générales de vente qui sont venues se glisser de façon automatique entre la page 1 et la page 2 de ma facture. Très bien. Je trouve la suite de ma facture qui correspond effectivement à la deuxième page de ma facture. Pour ceux qui ont du mal à calculer en ce début d'après-midi, je vous laisse faire le petit calcul. Et puis dès la page 5, je vais trouver des fiches techniques, des plans de montage, des informations commerciales, etc. qui sont venus s'ajouter automatiquement, qui ont été fonctions en fait. Donc TAI, on a lu concrètement, on a lu les lignes de facture et en fonction d'un paramétrage qu'on a effectué, eh bien, on a ajouté des fiches techniques, des fiches commerciales, des plans de montage, tout un tas d'informations qui sont liées en fait à la présence de certaines lignes, certaines références dans le corps de la facture. Alors, c'est vrai que l'exemple va assez loin puisqu'il permet de voir que ça s'est fait tout seul, il n'y a pas eu de traitement manuel d'un opérateur que de recomposer ce fichier PDF. Alors évidemment, ce document PDF, je l'ai rangé, je l'ai stocké sur mon serveur, je l'ai stocké sur ma machine avec une arborescence intelligente qui serait par année, par mois ou par tout autre type de classement qui serait pertinent. J'ai d'autres documents qui sont venus s'ajouter. Alors, je vais rapidement vous les présenter. Donc, on a un autre document qui s'appelle facture, qui est la capacité pour TAI à recomposer un document avec un outil qui s'appelle Crystal Report, qui permet de satisfaire et d'atteindre des niveaux de finesse et de complexité au niveau des documents à imprimer. Donc, à s'ajouter et en l'occurrence là, à intégrer la photo de l'article en question. Un autre document a lui aussi été généré, qui est la représentation de ma facture sous un aspect bonne préparation, qui lui-même pourrait être éventuellement imprimé dans l'entrepôt, qui serait à destination du préparateur pour que celui-ci puisse faciliter, puisse trouver très simplement les articles triés par le code d'emplacement dans un dépôt. Voilà, donc toujours quelque chose de très très simple et de façon automatique, ça a été généré de façon automatique. Alors, au niveau de TAI, on vient de voir cet exemple, l'idée est de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Alors, je vais simplement vous dire que TAI fonctionne parce que chaque fois que vous imprimez un document, quel que soit le document que vous imprimez, et surtout quelle que soit sa provenance. Donc là, je vous fais une présentation sur une gestion commerciale Sage, mais TAI va fonctionner sur tous les flux d'impression
qui sont générés par n'importe quelle application du monde Windows. Donc, ne vous focalisez pas sur Sage, c'est un outil qui est horizontal, qui va s'adresser à toutes les applications qui sont en capacité d'imprimer et auxquelles on doit joindre ou on doit générer un process ou un workflow de validation, de traitement quelconque et varié. Alors, comment ça marche TAI? C'est très simple. Puisque sur tout document que vous imprimez, il a vocation à être compris par son destinataire. Et comment son destinataire le comprend? Tout simplement en le lisant. Et comme nous sommes doués d'intelligence, nous savons qu'il s'agit d'une facture qui concerne le client Perle, c'est marqué dessus, dont le numéro de TVA est FR, etc. Donc sur chaque document, on a des zones, on a des informations qui permettent de définir l'identité du document. Et cette définition, cette recherche des objets qui forment l'identité du document, nous le faisons de façon inconsciente. Avec TAI, on va passer par une phase d'apprentissage qui va s'exécuter depuis notre outil qui s'appelle TAI Server, qui est installé sur une machine serveur. Et en fait, on va créer autant de procédures qu'il y a de types de documents, de formats de documents distincts dans l'entreprise. Donc, on n'est pas lié à une facture, on va être lié à n'importe quel outil. On va fonctionner avec Word, avec Excel, avec une GP, avec tout un tas d'outils qui sont utilisés dans l'entreprise. Alors, cette phase d'apprentissage, sans rentrer dans le détail, c'est définir des variables sur le document. C'est-à-dire, c'est trouver des informations sur un échantillon. On imprime un échantillon d'une facture et on va tracer des informations. Si je cherche l'information du code client, donc c'est un travail qui est fait en back-office, d'accord? Ce traitement-là que je vous présente, c'est un travail qui est fait en back-office par un consultant. Il n'est pas fait par l'opérateur qui imprime, ce n'est pas son objet, d'accord? Mais c'est programmé TAI pour qu'ils reconnaissent les factures, pour qu'ils reconnaissent les documents. Où est le code client? Je prends ma souris, je trace et je définis l'espace, je définis un pochoir, un cadre qui permet de définir l'emplacement de ce que je suis censé chercher. En l'occurrence, c'est moi qui ai défini. Il est où le code client? Parce que le code client, j'en ai besoin pour faire un traitement particulier. Voilà, donc c'est une phase d'apprentissage qu'il est nécessaire de réaliser, bien évidemment, pour aller chercher, là pour le coup, vous voyez, le numéro de la facture, là, notre information qui serait la référence de la commande, le total hors taxe, etc. Donc, je vais chercher des informations, sur le document. Une fois que j'ai ces informations issues d'un document de type échantillon, un template, je vais être en capacité de définir une condition de rupture pour permettre de déliacer le flux. Je vais être aussi capable de définir des conditions d'exécution pour dire je vais exécuter ce process si je reconnais qu'il s'agit d'une facture, parce que si c'est un bon de commande, je vais faire autre chose. Et s'il s'agit d'une fiche de travail issue d'une gestion de production, je fais autre chose. Donc finalement, je vais conditionner les actions, je vais conditionner l'exécution de les procédures. Et là, ce qui va être intéressant, c'est toutes les actions possibles que l'on va pouvoir enchaîner et combiner pour faire un process complexe, multiple et très simple. Alors, tout comme dans un couteau suisse, on a plusieurs lames pour répondre pour ouvrir une bouteille de vin, j'utilise un tire-bouchon, un décapsuleur pour une capsule de bière et on pourrait continuer. Eh bien, TAI, on lui a intégré des actions. Ces actions, vous allez pouvoir les solliciter, d'accord, et les organiser dans un ordre logique qui va permettre de faire un traitement complexe et pertinent pour répondre à une ou plusieurs problématiques. Prenons l'exemple de la génération d'un fichier PDF. Le service comptable vous dit, ouais, mais moi, j'aimerais bien que les factures soient rangées dans un espace de stockage pour permettre de les retrouver éventuellement pour les dupliquer. D'accord? Pour les duplicata. Très simplement, on accède ici, générer un document PDF. L'assistant me guide dans la conception du fichier PDF avec l'éventuel tampon qu'on a évoqué tout à l'heure, le code barre et le tampon rodateur. Le format, une signature numérique pour certifier, pour imposer un cachet serveur, pour verrouiller, pour blender, si je peux dire, le fichier PDF. Et là, ce qui va être intéressant, c'est l'enregistrement. Le fichier, je l'enregistre où et dans quelle logique de stockage. J'accède ici à mes ressources réseau, mes ressources de mon entreprise, et je vais choisir de stocker ce document où je le souhaite en fonction. Regardez bien, et c'est là où TAI est fabuleux, puisqu'il vous permet de réutiliser les variables tout à l'heure, comme vous feriez un publipostage dans Word, eh bien c'est la même chose. Vous réutilisez les variables que vous avez zonées tout à l'heure sur le document pour définir, pourquoi pas, je veux ranger mes documents par type de document. Ensuite, je mets un anti-slash pour satisfaire aux contraintes Windows. Je veux les ranger par année. Très simplement, je choisis l'année
par année d'abord, puis par mois ensuite, etc. Donc je compose de façon dynamique le dossier où va être stocké mon fichier PDF. Et ce, bien sûr, sans avoir à pré-créer toute l'arborescence de façon manuelle. C'est TAI qui va le faire. Ça se fait tout seul. Vous n'intervenez pas. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser des variables que l'on a zonées sur le document et qui vont permettre de composer effectivement des éléments qui vont être réutilisés sur le PDF ou d'autres actions qui seraient l'envoi d'email, l'envoi de SMS, l'envoi de fax. On peut exécuter une instruction SQL pour mettre à jour une table, insérer dans une table ou supprimer un enregistrement dans une table, pourquoi pas. On sait même gérer l'impression. Oui, on va savoir gérer l'impression multi-bac, multi-point. Donc la gestion des bacs avec une notion de recto verso, avec du papier en tête ou non, etc. Donc tout ça, ça se gère de façon enfantine via cette application et éventuellement imprimer à différents endroits de l'entreprise pour éviter de devoir relancer l'impression à de multiples reprises pour d'un coup imprimer au service administratif et un autre document au service préparation. Donc là, ça s'automatise et c'est bien là l'objet de TAI, c'est automatiser les process en utilisant ces actions qui sont disponibles. Générer un fichier texte, tiens, en ce moment c'est très tendance pour produire avec associé à la facture, pourquoi pas un fichier XML qui contiendrait les éléments de la facture, qui serait pourquoi pas déposé dans un dossier et mis à disposition de la GED pour un rangement et un classement automatique, par exemple, ou aussi communiquer avec les logiciels du transporteur, bien pratique. On a ensuite la possibilité de gérer un fichier, c'est-à-dire le copier, le déplacer, le supprimer. Maileva, c'est une filiale de la Poste qui est un générateur d'économie, c'est-à-dire que c'est la capacité de délocaliser l'action d'impression des documents et de le confier à la Poste qui va imprimer, mettre sous pli, affranchir et remettre au facteur. Donc pour les clients qui ont une facture ou 10 000 par mois à imprimer, c'est déjà de l'économie. Puisque Maileva fait bénéficier d'un tarif imbattable en matière de timbre, puisque le premier niveau de timbre, je vous donne un exemple, c'est 51 centimes. Voilà, donc vous pouvez essayer de regarder ce que vous avez vous en interne pour les traitements d'achat de timbre avec des plieuses qui vous coûtent une fortune. Là, ça se fait tout seul, et puis le coût du timbre, c'est 51 centimes dans le cas d'un écopli grand compte. TAI, c'est fusionner des documents PDF, on l'a vu, on a ajouté les conditions générales de vente de ma facture. Alors, on aurait pu conditionner tout ça. Si le client est anglais, je mets les conditions anglaises. Si le client est français, je les mets en français, etc. Donc, je pourrais faire à tous ces traitements, les enchaîner et pourquoi pas en conditionnant. Je vais fusionner les conditions générales de vente françaises si, par exemple, mon client est identifié comme étant français. Donc, comment je l'identifie? Tout simplement par la langue du client. Vous voyez, donc c'est une variable qu'on pourrait récupérer sur le document ou accéder à la base de données pour savoir que ce client est français, donc il faut les conditions générales en français. Donc, tout un tas d'applications. J'ai souvent l'habitude, et ceux qui me connaissent, TAI limité par votre imagination ou l'imagination de vos clients. Allez, on avance. On s'est fusionné, on s'est communiqué avec un serveur FTP. Ah, super pratique, quand on a un site internet, hop, on peut déposer les factures sur le FTP du site qui les récupère et les positionne dans l'espace du client, sans avoir à faire des manipulations complexes, difficiles, chronophages et manuelles qu'on ne fait jamais. On a évoqué l'impression État Crystal Report, on l'a vu avec le bon de préparation de l'exemple que j'ai fait tout à l'heure, et on l'a vu aussi par la facture qui est réimprimée avec les photos des produits. On peut imprimer des documents PDF, ça peut être pratique. On peut utiliser Logidoc, c'est un concurrent de Maileva. Et dans le cas où il nous manquerait une action, c'est possible, dans le couteau suisse, il n'y a pas la clé de 10, eh bien l'idée c'est de pouvoir la construire, c'est de pouvoir construire cette action qui n'y est pas présente aujourd'hui en utilisant la dernière de celle-ci qui est le code.net. Donc là, c'est pouvoir utiliser un langage qui est le C# pour composer une action qui n'existe pas. Et ça, vous avez la compétence, tant mieux, vous ne l'avez pas, nous l'avons, nous pouvons étudier toutes les demandes que vous auriez pour communiquer, pour réaliser un connecteur qui n'existe pas et qui serait pertinent pour votre client d'avoir. Voilà TAI. TAI fonctionne sur tous les flux d'impression. Ne vous limitez pas à Sage. Élargissez, c'est un produit qui est horizontal et qui va être en capacité de prendre en charge tous les types d'impression dès lors qu'ils proviennent d'une impression en mode Windows. Pas de Linux, pas de Mac, pas d'Apple. Voilà, donc mode Windows exclusivement. Voilà.
Au niveau de la licence, on décompte les utilisateurs Windows. Bon, rien de particulier à votre service de toute façon pour l'évoquer. Alors, nous avons déjà vu liste de recherche, procédure de maintenance, TAI. On pourrait maintenant évoquer OSS, observation, suivi, surveillance. C'est la capacité qu'on va avoir à mettre sous surveillance une base de données. L'idée est de faire quoi? C'est de tracer qui a fait quoi dans la base de données. Il n'est pas rare qu'on entende oui, qui c'est qui a supprimé mon devis? Eh oui, ça arrive ça. Donc on ne sait jamais qui c'est qui l'a supprimé, puis le coupable, évidemment, se gardera bien de se dire oui, c'est moi. Ou qui a modifié tel tarif. Donc OSS permet de mettre sous surveillance une base de données et une ou plusieurs tables, et dans chacune de ces tables, un ou plusieurs champs. Alors, comment ça fonctionne? Tout aussi simplement que nos autres outils. Donc, on a un module OSS qui est un module d'administration, d'accord, auquel on va se connecter ici, qui évidemment est installé sur le serveur SQL, ok, et qui va recenser, dans un premier temps, toutes les bases qui sont de type Sage. Donc, on a identifié toutes les bases de données qui sont de type Sage et on va regarder celles qui sont accessibles à leur paramétrage. Donc, évidemment, on ne fonctionne qu'en dans un mode SQL Server. Peut-être qu'il ne l'a pas dit ça, mais c'est intéressant de le dire. Donc là, on a la liste de nos bases de données, très bien. Alors, on va regarder simplement notre ami Bijou. Notre ami Bijou est sous surveillance depuis le 1er mars 2018. J'ai 90 jours de rétention et en pouvant configurer le suivi, je vais accéder à la liste des tables et positionner les tables que je souhaite mettre sous surveillance. D'accord? Donc, c'est un process qui est fait qu'une seule fois, évidemment, et l'objectif étant, bien évidemment, de tracer en mode caché tous les événements qui se produisent sur la base de données, qu'ils ce soit des événements d'ajout, de suppression ou de modification. Donc, on trace toutes les actions de la base de données sur une ou plusieurs tables. Donc, pour les tables qui sont sélectionnées, vous voyez, on a accès aux champs. Il suffit de cocher les champs dans la table ou alors on suit toutes les tables. Une fois qu'on a configuré ce process, donc on valide le paramétrage, et de ce fait-là, donc la base de données, elle est sous surveillance. Dès lors que ce traitement est mis en place, OSS surveille et enregistre toutes les actions qui sont faites par les utilisateurs. Maintenant, l'idée est de pouvoir restituer ces informations. Donc la restitution de ces informations se fait par un module qui s'appelle OSS Client. D'accord? Ce module OSS Client, comme son nom l'indique, est installé sur les postes des opérateurs qui sont en capacité d'interroger. Donc là, on est vraiment dans la restitution de l'information. Donc là, j'accède à mon dossier Bijou. Je vais retrouver le même camembert que tout à l'heure, d'accord, avec les mêmes données. Alors évidemment, le stockage de ces données peut prendre un peu de place. Donc on a des mécaniques pour purger les données historisées, bien évidemment. Et vous voyez, moi j'ai gardé 90 jours de rétention. Donc c'est du 90 jours glissés. Et c'est un paramètre qu'on peut configurer au niveau de la console. Maintenant, c'est de pouvoir interroger les événements, d'accord? Et l'interrogation répond à plusieurs questions. C'est quoi? Quoi qui a été modifié? Quand cela a-t-il été modifié? Qui l'a modifié? Et d'où provient la modification? Donc là, on a accès à toutes les des éléments qui peuvent actionner tout ça. Tout simplement aussi, on a les 3 actions possibles, création, modification, suppression. Quels sont, par exemple, les articles qui ont été créés? Donc là, tout simplement, je tape article qui correspond à la table, d'accord, à la table qui est concernée, et je vais lancer la recherche. Donc, de ce biais-là, je vais trouver tous les articles qui ont été créés, indépendamment de la durée qui a été faite. Donc, j'ai un article qui a été créé, et en cliquant sur le bouton ici, détail, j'accède aux valeurs qui ont été positionnées lors de la création de l'article. Donc, avec tous les champs et les valeurs qui ont été positionnés sur l'article en question. Donc, on sait que l'article s'appelle comme ça, qu'il a été créé le 11 avril à 9h23 par l'utilisateur Sage qui était connecté, c'était l'administrateur, le compte Windows, la machine, et quel est le programme qui a fait la modification. Donc là, en l'occurrence, c'est la gestion commerciale. Donc, on est en capacité de suivre. De la même façon, lorsque je vais faire une recherche au niveau de la suppression, alors peut-être sans avoir à choisir de table, parce que je ne sais pas ce que j'ai supprimé depuis, on a tous les éléments qui ont été supprimés. Donc, la suppression des lignes de documents, ça peut être pratique de tracer qui a supprimé une ligne de document et quelles étaient les valeurs qui étaient positionnées au moment de la suppression
de la ligne qui a été faite sur le bon de commande 82, et c'est l'article BAG qui a été supprimé à 17h, je sais pas, le 17 avril à 18h01, toujours par ce même individu, toujours connecté sur la même machine et par la même application. Donc on pourrait éventuellement choisir l'opérateur qui a fait l'utilisateur Sage qui a fait la modification, quel est le compte Windows qui a fait la modification, quelle est la machine, et pourquoi pas, quelle est l'application qui a fait la modification. Et peut-être qu'une application externe, une requête SQL ou le driver ODBC ou les objets métiers, je ne sais pas, peuvent intervenir sur la base de données. Il est intéressant de tracer ces informations. Donc là, on est vraiment dans la restitution des informations qui ont été modifiées, supprimées ou ajoutées par les opérateurs qui accèdent aux applications Sage et en fonction des tables que vous aurez cochées. Alors, petite précision, donc les tables, c'est très bien, y compris les informations libres, bien évidemment. Donc les informations libres qui seraient créées à la volée par un opérateur dans la base de données sont aussi tracées, bien évidemment. Alors, il convient d'être précautionneux quant à l'utilisation d'OSS, puisque il peut être important de gérer l'espace occupé par le journal des données, qui, quant à lui, peut prendre un peu d'espace. Donc, il convient d'avoir une petite visibilité sur ces éléments-là liés à la tenue ou au stockage des éléments pour OSS. Voilà, pour OSS, observation, suivi, surveillance. Je paramètre une base de données, je la mets sous surveillance. OSS intervient en tâche cachée, et vous allez pouvoir l'interroger et interroger les éléments qui ont été altérés par différentes opérations. Voilà pour cet outil OSS. Donc nous parcourons toujours nos outils. Donc, alors il en est, le dernier outil dont je voudrais vous parler, c'est l'outil qui s'appelle TED, qui est veut dire traitement et envoi des documents digitaux, et qui pour l'instant, en fonction de l'actualité, j'allais dire depuis le 1er janvier 2017, c'est la prise en charge de la dématérialisation du bulletin de salaire. Donc TED est une plateforme qui s'exécute en mode SaaS, c'est-à-dire qui est accessible depuis un navigateur. D'accord, pas d'installation chez le client, pas de contraintes liées aux versions de Windows et aux patchs de ci, de là, donc rien de tout cela. L'idée étant de pouvoir s'affranchir des contraintes logicielles pour accéder à un espace de distribution des bulletins. Donc cette plateforme rapidement est accessible à la population des gestionnaires RH, mais va être aussi accessible à la population des collaborateurs. La particularité de cette solution TED, c'est de mettre le collaborateur au centre de la démarche. D'autres applications concurrentes ne vous posent pas la question. Ton bulletin, tu l'as là. Et si tu ne le veux pas là, tant pis pour toi, tu te débrouilles, il est là. Donc nous avons fait un choix inverse. C'est placer le collaborateur au centre de la démarche et c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit comment il va recevoir son bulletin. Alors qui dit choisit, dit choix et dit propositions qui vont être faites, et ces propositions vont être organisées par le service RH, par le chef d'entreprise, qui lui va dire, moi les bulletins, je voudrais proposer à mes collaborateurs de les recevoir de différentes façons. Voilà pourquoi cette plateforme va être accessible à ces deux populations, la population, allez, je vais dire, de tout le gestionnaire RH, donc le service paye, le cabinet comptable, pourquoi pas, le chef d'entreprise, mais aussi va être accessible à la population des collaborateurs qui vont devoir s'y connecter pour faire le choix. Comment je veux recevoir mon bulletin? Moi, Claude, comment je veux recevoir mon bulletin? Mon patron me propose de recevoir mon bulletin de différentes façons, c'est moi qui choisis. Allez, donc je vais m'y connecter. Je vais m'y connecter. Hop, hop, hop. Voilà. Donc lorsque je rentre sur la plateforme, je suis accueilli par un tableau de bord qui me fait état des forces en présence, combien de destinataires, etc. Et là, typiquement, je vous montre la plateforme vierge. Je n'ai jamais fait la démarche de distribution des bulletins à mes collègues, à mes collaborateurs. L'idée, c'est de pouvoir gérer des paramètres, donc des paramètres pédigrés, entre guillemets. Je vais gérer l'identification de ma société. Je vais gérer aussi des utilisateurs du service RH. Donc, au sein du service RH, je peux avoir un certain nombre d'individus qui sont acteurs du process de paye. Donc, je vais créer ces acteurs-là. Je vais les créer sur la plateforme pour qu'ils puissent se connecter. Et à ces acteurs-là, je vais leur attribuer des rôles. D'accord? Cette notion de rôle auquel sont associées des autorisations. Qui a droit d'eux? Qu'est-ce que j'ai droit de faire?
le stagiaire RH qui vient me filer un coup de main, eh bien lui, on va le limiter à certaines fonctionnalités. Le chef d'entreprise, quant à lui, ou le responsable ou le DRH aura accès à d'autres fonctionnalités. Ensuite, dans les paramètres, toujours, regardons, on va gérer des comptes émetteurs. Les comptes émetteurs, ce sont les sociétés pour lesquelles on fait les bulletins de salaire. Il n'est pas rare que parmi vos clients, vous ayez des holdings ou des structures qui gèrent plusieurs dossiers de paye. Pour ceux qui connaissent le mot PRH, ils ont plusieurs dossiers PRH. Donc, vous allez pouvoir créer plusieurs comptes émetteurs qui correspondent chacun à un dossier PRH. Donc, depuis un espace plateforme, depuis une seule et unique plateforme, on va pouvoir prendre en charge une multitude de bulletins de paye émis par différentes structures de type sirène. Pour chacun de ces comptes émetteurs, on va définir les opérateurs qui ont accès à la plateforme. Pour y faire quoi? Oui, lui, il y a accès, mais pour faire quoi? Très bien. Et ensuite, l'onglet service va permettre effectivement d'accéder, il va permettre d'organiser les propositions qui vont être faites aux collaborateurs. Je vous rappelle que la plateforme met au centre le collaborateur, au centre de la démarche de démat. Donc ces trois lignes qui sont présentement actives recensent la possibilité de recevoir le bulletin par courrier, la possibilité de recevoir le bulletin dans un coffre-fort Digipost et la possibilité de recevoir en main propre, la notion d'émetteur. On pourrait éventuellement aussi proposer de recevoir, d'envoyer, disons, le bulletin par mail. Quand je dis envoyer, ça veut dire non, c'est le collaborateur qui choisit. Il va choisir parmi les propositions qu'organise le chef d'entreprise. Donc là, en l'occurrence, j'ai quatre possibilités. Le chef d'entreprise décide, oh non, attends, la remise en main propre, j'en veux pas, c'est trop compliqué, c'est le défilé au bureau, là, c'est galère, donc on l'enlève. Donc on ne le met pas. Donc on organise les choix qui vont être faits aux collaborateurs. Donc une fois que ce paramétrage est fait par société, par entité juridique, d'accord, eh bien on va pouvoir donc faire le traitement de dépôt des bulletins. Alors vous allez voir que c'est tout aussi simple que ce que vous avez vu jusqu'à présent. C'est dans un premier temps définir ici, vous voyez, bulletin de salaire, préparer un envoi. Je vais déposer un lot de bulletins. Donc j'ai un beau logiciel de paye qui s'appelle Sage, CJ de BP, Navision, je ne sais quoi d'autre. Je me contrefiche du logiciel de paye qui est utilisé pour établir les bulletins de paye. Il suffit tout simplement que j'ai accès au fichier PDF. Pardon. Donc il faut que mon application de paye me génère un fichier PDF. Une fois que j'ai généré un fichier PDF, je me connecte à la plateforme parce que j'ai les droits. Je choisis le compte émetteur, donc je choisis la société pour laquelle je fais le dépôt. Je choisis la période concernée, donc là en l'occurrence c'est les bulletins du mois de mai. Et je vais chercher dans mon réseau le fichier PDF qui contient l'ensemble des bulletins de la période. Très bien. Je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante me permet de vérifier, d'avoir le visuel du bulletin et de définir 4 zones. D'accord? 4 zones deux d'entre elles sont obligatoires, c'est le matricule et l'adresse postale. L'adresse mail comme le numéro de sécurité sociale sont facultatifs. Alors pour ceux qui se posent la question par rapport au RGPD, pas de crainte, la plateforme est totalement compatible RGPD et pour certains de vos clients qui vous disent ouais, mais le numéro de sécu, il ne faut pas le garder, ben, pas de problème, on ne le prend pas, on ne le définit pas, donc on le capture pas dans le lot sur le bulletin, donc la plateforme ne le stocke pas évidemment, donc on ne pourra pas venir reprocher à la plateforme. Sachez toutefois qu'il est tout à fait pertinent de récupérer le numéro de sécurité sociale et c'est pas illégal que de le faire, il suffit tout simplement en cas de contrôle ou en cas de justification, dire pourquoi je le garde. Et donc, moi, je saurais vous dire pourquoi, puisque nous avons un DPO chez les compagnons qui pourra vous expliquer tout ça et vous fournir le registre des données qui sont conservées. Donc, pas de crainte, le RGPD, ça pose aucun souci et c'est relativement simple. Voilà, donc je redéfinis la zone, vous avez vu tout simplement en zonant, un petit peu comme ce qu'on a fait dans TAI tout à l'heure, en zonant les informations. Évidemment, ce zonage, on le fait que lors du premier dépôt. On ne va pas le faire tous les mois. La plateforme va s'en rappeler. L'étape suivante consiste pour la plateforme à déliacer le flux. J'ai mis un fichier global de 10, 20, 30, pourquoi pas 6000 pages. Et oui, on a des clients qui ont 6000 collaborateurs. Donc, ils ont 6000 pages dans leur fichier PDF. C'est quoi le problème? Aucun problème. Donc là, on a extrait les 6 collaborateurs qui sont présents dans le fichier. Je vais passer à l'étape suivante. D'accord? L'étape suivante va transférer les bulletins sur la plateforme, toujours dans le contexte RGPD. Les données sont cryptées, sont inaccessibles à qui que ce soit, puisque seule la plateforme, via une clé de décryptage, peuvent accéder aux documents. Donc, dans tous les cas,
aucune crainte par rapport à ça. Sachez aussi que la plateforme ne stocke pas les données, elle ne stocke pas les fichiers, pardon. Ils ont vocation à transiter via la plateforme et après ont vocation à être distribués vers les destinataires en fonction de la mécanique qui a été choisie par chacun des collaborateurs. Avec le bulletin, je peux faire transiter, je peux joindre, et on le voit ici dans le deuxième menu, ajout de pièces jointes. Donc j'ajoute une pièce jointe avec mon bulletin de salaire. Un relevé de primes de mes commerciaux, un solde de tout compte pour X collaborateurs qui s'en vont. Je ne sais pas, une prime d'intéressement pour une série des collaborateurs, etc. Donc, je peux joindre des documents, je peux faire transiter avec mon bulletin d'autres documents que le bulletin. Bien pratique, encore une fois. Allez, on va passer à l'étape suivante et je vais valider les envois. Eh oui, valider les envois, ça veut dire que les bulletins ne sont toujours pas partis. Et non, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis puisque cette validation peut être dévolue à un opérateur qui a plus de droits, qui a plus de pouvoir, qui a plus d'autorisation. Donc voilà pourquoi on ne le fait pas dans la foulée. Vous remarquerez que certains de nos individus là qui ont une adresse mail vont recevoir un email d'invitation. Et oui, puisque la plateforme fonctionne uniquement avec l'adresse mail du collaborateur. Donc pour les collaborateurs qui n'ont pas d'email, le cas de monsieur Jean Pousse, que vous voyez tous, lui n'a pas de mail, donc je ne peux pas entrer en démarche de collecte de son choix dans la mesure où je n'ai pas de mécanique numérique pour le contacter. Donc lui, on ne se casse pas la tête. Tu veux pas me donner ton adresse mail? C'est courrier, c'est le plus simple pour moi. C'est hyper simple, on ne se pose pas la question, pas besoin d'aller le harceler pour avoir l'information, il ne veut pas la donner, c'est pas grave. Peut-être qu'il la donnera dans quelques temps. Donc la plateforme gère la maturité des gens. Je gère la relation avec le numérique de façon individuelle. Pour ceux qui ont une adresse mail, comme il s'agit de la première fois, on va leur envoyer un email d'invitation. On va les inviter à choisir parmi les options que vous avez organisées. Allez, on envoie. Donc on envoie les bulletins. Alors, plateforme de démo, d'accord, évidemment, on envoie vers une adresse centralisée pour vous montrer. Donc là, les bulletins, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, pour l'instant, ils ne font pas grand-chose. Seul celui qui est par courrier, d'accord, est acheminé par courrier, c'est-à-dire qu'il est confié à Maileva pour être imprimé, mis sous pli, affranchi, remis au facteur. Les autres bulletins restent sur la plateforme tant que les collaborateurs n'ont pas fait leur choix. Alors regardez, j'ai réceptionné dans une messagerie ici l'ensemble des documents, l'ensemble des fichiers, l'ensemble des emails qui sont envoyés à chaque collaborateur. Donc là, Camille, donc je distribue ça à Camille, je distribue ça à Louis, à Justine, etc. Donc chaque individu, chaque collaborateur reçoit un email, d'accord, tous qui est totalement paramétrable, donc on peut paramétrer le contenu. Et pour collecter le choix du collaborateur, pour collecter le choix de Camille, j'ai besoin, ou le RGPD me demande de gérer la confidentialité, donc j'attribue un code temporaire, un code de sécurité temporaire aléatoire qui va permettre à Camille de cliquer sur ce lien pour se connecter à la plateforme. Alors là, j'ai ôté ma casquette de gestionnaire de paie, et là, je m'appelle maintenant Camille. Chez moi le soir, je reçois ce document-là, je reçois cet email, et je vais choisir de répondre. Donc, je suis accueilli par le logo de mon entreprise, je suis accueilli par mon prénom, par mon nom, d'accord, c'est bien moi, ça m'est bien destiné. Je coche les conditions générales d'utilisation, je colle le code de sécurité qui garantit la confidentialité de l'accès, et je vais m'attribuer un mot de passe, d'accord, avec des contraintes de sécurité que le DSI de l'entreprise aura définies, puisque ces contraintes de sécurité sont définies par entité. Camille est accueillie sur son espace. D'ailleurs, elle retrouve son nom, son prénom, son matricule, son adresse mail. Elle peut changer l'adresse mail. Elle fait ce qu'elle veut, elle est libre et elle n'importune pas le service RH. Mais elle est au centre du choix. Et Camille va pouvoir faire le choix qu'elle souhaite et sans avoir à, encore une fois, questionner ou solliciter le service RH. Et donc Camille, elle veut un digipost parce que c'est son coffre-fort, parce qu'on lui a expliqué ce que c'était pertinent et qu'elle y trouve un réel intérêt. Et elle choisit et elle valide son choix. Donc à partir du moment où elle valide son choix, d'accord, on lui propose de mettre une adresse mail personnelle si elle était différente de l'adresse mail professionnelle. Voilà, elle a fait un choix, d'accord, et un choix autonome sans avoir à perturber. Alors, on va faire un autre individu, on va s'appeler Louis là, on va faire la même mécanique pour vous montrer immédiatement, hop, que dans le cas d'une adhésion par un autre mode de remise, c'est tout aussi immédiat. Donc notre ami
Notre ami Louis, en l'occurrence, lui est moins mature. Digipost, il sait pas ce que c'est, il n'en a pas tellement entendu parler, le courrier, donc ça l'agace. Tiens, l'email, ça me plaît. Donc lui, il choisit l'email parce que on lui propose. Il valide son choix. Donc, et il peut même changer son adresse mail s'il le souhaite. Hein. Donc là, il choisit l'email. Et donc, regardez sur la plateforme, hein, dans sa messagerie, immédiatement, tout aussi simplement, regardez, il reçoit dans sa messagerie, dans son email, il reçoit son bulletin et on lui propose de le télécharger pour qu'il puisse le consulter et le stocker et l'imprimer. Donc, hein, l'acheminement des bulletins par mail n'est pas conforme à la législation, mais ça peut être un moyen, pourquoi pas, de dire que l'email, c'est un acheminement numérique d'un document papier. Donc, c'est laissé à l'obligation de chacun que de récupérer le bulletin, de l'imprimer et de le stocker. Donc voilà, j'ai le bulletin de Louis qui a été distribué. Donc, on a deux individus qui ont choisi, hein, vous vous rappelez, donc c'est très facile à gérer. Et donc, vous, au service RH, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais voir. J'en suis où? Bien, au niveau du service RH. Après, je peux m'y connecter. Alors, si je ne saisis pas le bon mot de passe, eh bien, décidément, il fait froid aujourd'hui, j'ai des moufles. Hop, ça y est, c'est mieux. Donc là, la plateforme, moi, service RH, là, je reprends ma casquette de service RH, là. D'accord? La plateforme n'est pas la même, l'interface n'est pas la même. 6 destinataires, ils se sont créés tout seuls. Eh oui, aucun besoin d'intervenir manuellement pour créer une fiche collaborateur. Ça se fait tout seul par la lecture du fichier PDF. Donc les gens qui ont des activités saisonnières, qui emploient l'été une multitude d'individus, ça se crée tout seul. Pas de crainte, pas de saisie, pas de travail supplémentaire pour le service RH. Alors vous, on a préparé l'envoi, on a validé l'envoi, on suit l'envoi. J'en suis où de mes envois? J'en suis où de mes retours de mes collaborateurs? Que j'en ai 10, 20 ou 6000. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je sais ceux qui sont terminés, ceux qui ont fait le choix. Vous remarquerez que notre ami Jean Pousse, lui, il s'est terminé, mais il n'a pas de mail, je vous rappelle. Parti par courrier. J'ai même pas besoin d'imprimer chez moi. Ça se fait tout seul. C'est dédié à la poste. Notre ami Louis, il a choisi un email de téléchargement très bien. Et vous voyez, il est en traitement. D'accord? Puisque d'ici quelques minutes, on va interroger si le mail a bien été distribué, hein, puisqu'il y a des problématiques de délivrabilité des emails de plus en plus. C'est pour ça que c'est vraiment déconseillé l'envoi par mail, qui en plus n'est pas conforme à la législation. Les seuls moyens conformes, c'est format papier ou coffre-fort numérique. Et nous avons fait le choix délibéré de proposer Digipost, qui est un coffre-fort opéré par la Poste, qui est gratuit pour l'individu, qui est gratuit pour le citoyen, qui est gratuit pour vous tous. Je vous encourage tous à ouvrir un coffre-fort Digipost, indépendamment de la réception de vos bulletins. Vous recevrez d'autres documents que le bulletin, mais en tout cas, c'est pratique et c'est gratuit, avec 5 gigas de données. Donc là, on s'aperçoit que certains ont d'ores et déjà choisi, d'accord. Le choix, effectivement, est entériné par ces individus. Et d'ici quelques minutes, celui qui aurait choisi de recevoir dans son Digipost, d'accord, eh bien, pas de problème, puisqu'il va recevoir un mail lui demandant de finaliser son adhésion, de finaliser son choix pour créer son coffre-fort. Parce que peut-être que notre amie Camille, qui a choisi Digipost, elle a déjà un coffre-fort et ça peut être pertinent pour elle de rattacher son coffre-fort existant à ses documents. Donc là, en l'occurrence, on va voir certainement que l'email a dû arriver. Camille, voilà, ici, Camille nous dit ici qu'elle peut accéder et qu'elle peut finaliser son adhésion. Donc, elle a besoin de finaliser. Je finalise mon inscription. J'ai changé de casquette. Je suis passé du service RH au collaborateur, qui va pouvoir, Camille en l'occurrence, soit créer son compte Digipost parce qu'elle ne l'a pas, ou soit rattacher son compte Digipost parce qu'elle en a déjà un. Et si elle n'en a pas, elle crée son coffre Digipost à la volée. Et j'insiste, ce coffre-fort Digipost, il est gratuit, il appartient à l'individu, il va le suivre tout au long de sa vie. Et ce coffre-fort Digipost devient le lieu central du stockage. C'est la GED, j'allais dire, c'est la GED sécurisée de l'individu qui va pouvoir y stocker un certain nombre de documents et tout ceci de façon gratuite et indépendamment du bulletin. Donc là, on est dans le coffre-fort Digipost de notre ami Camille. Cet espace est totalement sécurisé, inaccessible, crypté. Seule la personne qui a le mot de passe y accède.
c'est un coffre-fort. Ce n'est pas un cloud, ce n'est pas un Google autre chose ou un Windows je ne sais quoi. Non, c'est vraiment un coffre-fort opéré en France par un opérateur qui s'appelle La Poste. Donc ce coffre-fort, il va être alimenté de diverses façons. Il va être alimenté par les bulletins de salaire, hein, d'accord, qui vont être délivrés d'ici quelques minutes par Digipost, d'accord, mais aussi il va être alimenté par un certain nombre d'organismes avec qui vous avez peut-être des comptes, d'accord, et vous allez pouvoir récupérer tous les documents. Donc tout ceci de façon gratuite. Donc ce coffre-fort Digipost, comme je vous dis, est accessible depuis un navigateur, une tablette, un smartphone avec une application, et va être totalement sécurisé et va être surtout en lien avec le compte personnel d'activité, une des obligations qui nous a été imposée par la loi El Khomri. Donc le compte personnel d'activité permet effectivement de faire le lien vers ce coffre-fort Digipost parce que il est tout à fait conforme à la législation et aux obligations qui sont inhérentes à ce CPA. Alors rapidement, je vous montre. Et on a bien ici, donc ça c'est mon CPA, on a mes bulletins de salaire, puisque moi j'ai la chance d'avoir un coffre Digipost depuis de longues années. Utilisez-le, c'est gratuit, vous stockez tout ça. Donc mes bulletins qui sont stockés dans mon coffre-fort Digipost sont accessibles au CPA, depuis mon CPA, d'accord, dans un contexte de sécurité. Et l'intérêt de la solution, c'est que mes bulletins ne sont pas stockés, ne sont pas dupliqués. Ça veut dire que c'est le CPA qui a, du moins c'est mon coffre-fort Digipost qui s'entrouvre au CPA. Et donc, depuis le CPA, j'accède à mes bulletins de salaire directement depuis ce compte personnel d'activité et l'obligation qu'il y a à faire. Donc, pour les gens, pour les collaborateurs qui ont la bougeotte, qui changeraient d'entreprise, d'autres organismes que Digipost sont disponibles et sont présents. Donc, pour certains, vous allez les reconnaître. Donc, voilà tous les organismes qui sont compatibles avec le CPA. D'accord, que vous connaissez certains, mais la majorité de ces coffres-forts, attention, ce sont des coffres-forts d'entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui paie pour les collaborateurs. Là, en l'occurrence, le coffre-fort Digipost, il appartient à l'individu, avec toute la logique inverse, d'accord, que le coffre-fort d'entreprise. Donc, réfléchissons bien. Et puis, ce coffre-fort Digipost offre des fonctionnalités qui sont très, très riches en termes de partage des données, d'alimentation des données, etc., y compris la possibilité de prendre des photos qui seraient prises depuis un smartphone avec le GPS activé, donc avec l'horodatage et la géolocalisation. Donc, pratique. Donc, cette plateforme TED aujourd'hui permet de prendre en charge la dématérialisation, du moins la distribution du bulletin de salaire en plaçant le collaborateur au centre de la démarche. On n'impose pas, on propose et c'est le collaborateur qui choisit. Tout ceci sans contrainte au niveau du service RH. Pardon. Voilà. Alors pour ceux qui n'auraient pas répondu, alors je termine puisqu'il me reste encore quelques minutes. Pour ceux qui ne sont pas diligents, qui n'ont pas répondu à l'email d'invitation, il y en a toujours. Alors je vais rafraîchir ici, regardez. Donc maintenant, voilà, tout le monde est terminé. Digipost, c'est terminé. Donc Camille, la plateforme, on sait que Camille a finalisé son adhésion à Digipost. Donc le service RH, il sait comment Camille va recevoir son bulletin. Elle ne sait pas s'il a créé un coffre ou si elle en avait un, peu importe, mais en tout cas c'est Digipost. Le mois prochain, qu'est-ce qui se passe? Je fais l'opération, allez, je prépare un envoi, un lot de bulletins. Ceux qui ont choisi, d'accord, ceux qui se sont positionnés, vont recevoir le bulletin comme ils l'ont choisi. Pour ceux qui n'ont toujours pas choisi, ils vont recevoir un email d'invitation qui va les encourager à faire leur choix. Au bout d'un moment, il sera quand même temps de faire, de positionner une mécanique de distribution. Donc, on pourra intervenir dessus et pousser l'envoi du bulletin d'une façon manuelle. Alors, quand je dis manuelle, papier. D'une façon typiquement courrier, par exemple. Voilà. Le devenir de la plateforme, du moins les fonctionnalités supplémentaires qui vont arriver, la capacité de signer des documents, c'est-à-dire de recueillir la signature numérique des, des collaborateurs, en l'occurrence, pour signer un contrat de travail, un avenant. Donc imaginez tout ce qu'il est possible de faire, plutôt que d'apposer un gris-gris au bas d'un contrat de travail, il serait bien plus pertinent de faire signer par des mécaniques modernes de signature avec la valeur juridique associée à une signature numérique. Ça existe aujourd'hui, donc la plateforme va le proposer d'ici quelques semaines. Donc, et vous pourrez vous ensuite le proposer à vos clients pour qu'eux-mêmes puissent faire signer les collaborateurs nouvellement embauchés ou les saisonniers qui viennent pour certains faire les vendages, pour d'autres ramasser les cerises ou autre chose, je ne sais quoi. Donc la plateforme totalement intégrée en mode SaaS
un flux, un coût par type de flux. Digipost, courrier, email, il y a un coût différent. Donc c'est très facile de faire une cotation au niveau du budget que cela va représenter, sachant que la plateforme permet de faire des économies très substantielles dans le coût du traitement du bulletin, qu'on ait un collaborateur ou qu'on en ait 6 ou 7 000 comme certains de nos clients. Voilà, j'arrive au terme de mon 360. Ça a été bref. J'espère que ça vous a permis de percevoir un petit peu la richesse du périmètre fonctionnel que nous touchons aujourd'hui avec nos outils. Donc nous restons à disposition, toute l'équipe des compagnons à votre service pour évoquer tel ou tel point, pour affiner tel ou tel autre. Si d'ores et déjà il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas, vous avez une zone de chat que vous pouvez solliciter pour me poser des questions si vous le souhaitez. Alors, ai-je des questions? Donc allez-y si vous avez des questions. Voilà, alors n'hésitez pas, posez-moi la question, posez-moi des questions. Donc s'il n'y a pas de questions, mais écoutez, je vous encourage à vous manifester auprès du service commercial. N'hésitez pas à nous faire des retours et nous nous tenons à votre disposition, bien évidemment, pour toutes les questions. Alors, une question, tiens, si. Ah non, pas de question. Bon, pas de question, pas de question. Merci à tous, bonne fin d'après-midi, à très vite pour d'autres aventures.